Salut les terriens. Salut les terriens. Alors les terriens de ce soir sont Nathalie Arthaud. Alors Nathalie Arthaud, bonsoir. Vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière. Aux dernières élections présidentielles, vous avez fait 0,56% des voix, ce qui fait 202 548 personnes. Et encore, la moitié pensait qu'ils votaient pour Florence Arthaud. Autre terrienne avec nous ce soir, Alexia Laroche-Joubert. Bonsoir. Alors, vous avez été la pionnière de la télé-réalité en France, Love Story, La Starac, Nice People, Les Ch'tis, et vous êtes ici ce soir pour répondre à la question que tout le monde se pose au sujet de ces stars de la télé-réalité. Ils sont cons ou ils font exprès? Autre terrien avec nous ce soir, Christophe Barbier. Vous êtes directeur de la rédaction de l'Express, intervieweur et chroniqueur sur iTélé, politologue éminent. Alors, Christophe, croyez-vous aux rumeurs qui disent que François Hollande lui-même ne ferait pas partie des 24% de Français qui croient encore que François Hollande va les sortir de la merde? Oui, oui. Autre terrien, Laurent Lafitte, bonsoir. Vous êtes humoriste, acteur, pensionnaire de la Comédie Française. Tout le monde parle de vous. Et vous êtes ici ce soir pour une révélation qui va surprendre beaucoup de gens. Non, vous n'êtes pas le fils de Michel Leb. Non, je suis désolé. Désolé pour lui, évidemment. En P3, après le zapping Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h. Ce soir, Jean-René Mahé, qui s'est évadé de la prison de l'illettrisme. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Alexia Laroche-Joubert, rebonsoir. La dernière fois que vous êtes venu dans cette émission, vous alliez accoucher. Et le 17 décembre 2007, vous avez mis au monde une petite Isor. Isor, ouais. Ah, Isor. Isor. Ah, je croyais que c'était comme iPhone ou iPad. Non, je ne sais pas ce niveau de branchitude. Ça lui fait quoi maintenant? Ça lui fait 5 saisons, non, Isor? Il ne fait pas partie d'un programme de télé-réalité. Je n'ai pas des caméras branchées sur ce... Voilà. Alors, Solveig, Isor, Loana, vous avez donné naissance à 3 filles. De laquelle êtes-vous le plus fier? De celle que j'ai réellement enfantée. Et j'ai beaucoup de tendresse pour Loana. Mais probablement que si je l'avais réellement enfantée, ça ira mieux pour elle. Ouais. Alors, est-ce que vos filles ont le droit de regarder les émissions que vous produisez? Alors, c'est marrant parce que j'ai répondu à cette question à un chauffeur de taxi. Vous voyez, j'ai des questions de chauffeur de taxi. Mais c'est pour ça que vous êtes très populaire, Thierry. Eh oui. Mais non, elle ne regarde pas les ch'tis. Vous voulez pas qu'elle les regarde? Ah non, mais ça, je veux bien qu'elle les regarde, j'ai pas de problème. Alors, les émissions que vous avez faites, on s'en souvient, donc Love Story, La Starac, Nice People, Dilemme, Les Ch'tis à Miami, Les Ch'tis à Ibiza, Les Ch'tis à Las Vegas. On peut dire que sans vous, nous ne connaîtrions pas Loana, Jean-Édouard, Stevie, Kenza, Kamel, Jean-Pascal. Quel dommage. Alors, je suis peut-être très premier degré, mais pour moi, ça a été la télévision démocratique. C'est-à-dire que pour la première fois, on permettait à des jeunes qui venaient de tous les univers de s'emparer de la télévision. Et ça peut paraître... non, mais c'est vrai, l'histoire est vraie. Et quand j'ai lancé Star Academy 1, je me rappellerai toujours, on était dans le 16e, les emmener faire leurs courses de Noël, et les gens nous regardaient comme si c'était atroce, quoi, tous ces jeunes d'un seul coup qui étaient à la télévision et tout. Et j'ai toujours dit, mais... Voilà. D'accord. Et tous les cons qui m'ont beaucoup critiqué en 2001 n'ont pas vu l'avancée sociologique que ça représentait. Ouais. Et en fin de compte, la réalité, c'est que pour moi, ça n'était qu'une manifestation de ce qui se passait bien avant avec les webcams. C'est-à-dire le fait que l'intimité avait une valeur et que les gens voulaient montrer la valeur de leur intimité. Il n'y a que Nabila que vous n'avez pas... Non, Nabila, c'est pas moi. C'est dommage. Alors en ce moment, sur D8, vous produisez le retour de Popstar. Vous faites partie du jury avec Lafouine et Philippe Gandilon, qui est le directeur artistique de Sony Music. Tant qu'à relancer des vieilles émissions, pourquoi vous ne relancez pas Nulle part ailleurs ou Les Enfants du Rock? Alors, les Enfants du Rock, ça aurait été bien, hein. Sincèrement, c'est une bonne idée, tiens. Pourquoi relancer Popstar? Pour plein de raisons. 1, parce que c'est une très belle marque et que c'est une marque internationale, il n'y en a pas beaucoup sur le marché. 2, tout simplement parce qu'on m'a demandé. Alors,
Quand vous êtes chez vous en revoyant les images de pop stars, vous pleurez. Il s'avère que j'ai une sensibilité aussi, qui est une sensibilité artistique. Et quand il y a comme beaucoup de gens, quand il y a des bons moments de musique, voilà, j'ai les poils qui se dressent et la larme qui vient. Alors, votre maman, donc la grande reporter Martine Laroche-Joubert, qui a couvert tous les conflits armés du monde, elle sait que vous chialez quand vous repassez pop star chez vous? Mais maman est une vraie maman. Non, mais globalement, on va être très clair. Hein, si j'avais dû être journaliste, c'était monter l'Himalaya. Hein, donc j'ai choisi le divertissement en me disant là, j'ai peut-être un terrain un peu vierge à explorer. Non, mais elle est assez bienveillante. La seule émission qu'elle n'aime pas, de toutes celles que j'ai faites, c'est les ch'tis. Ah oui? Ouais, ça, elle n'aime pas ça. Alors, le problème, c'est que si vous alliez voir un psy pour lui raconter tout ça, en fait, ce qui vous intéresserait, ça serait d'écouter ce que les gens confessent, vous. C'est aussi un métier où je suis allée explorer les gens. C'est-à-dire que l'air de rien, en les enfermant et en pointant des caméras sur eux, c'était une manière de rentrer dans leur intimité et de vivre un peu ce fantasme-là. Je voulais être flic. Donc c'était probablement tout ça, l'enfermement, tout ça, ça me titillait. Mais c'est vrai, j'aimerais bien être comme Woody Allen dans Anna, ses sœurs. J'aimerais bien être un personnage qui rentre comme ça et qui observe un cabinet de psy. Alors, puisqu'on est dans la confession, vous en êtes où, vous, sur le plan sentimental? Parce que vous avez eu 2 expériences malheureuses, l'une avec Yann-Philippe Blanc, qui est décédé d'un accident de moto. Ensuite, il y avait Guillaume. Oui. Alors, Guillaume, vous dites, c'est un mari qui n'a pas été au rendez-vous. J'ai eu l'impression d'avoir été consommé, d'avoir été périmé assez rapidement à ses yeux. Ça n'a pas marché. Non, ça n'a pas marché. Maintenant, comme je dis, c'était un très mauvais mari, mais un très bon père. Donc, sur la durée, je pense que j'ai fait le bon choix. Il se rattrape. Ouais. Et le cancérologue, urologue qui vit en province et qui n'aime pas la télé, vous en êtes où avec lui? Mais c'est pas qu'il n'aime pas la télé, c'est qu'il n'a jamais regardé. Vous lui dites Nikos Aliagas, et là, c'est comme... Il y a un truc qui passe devant lui. Il ne connaît pas Nikos Aliagas? Non, mais ça fait très bizarre, et c'est un mec super. En fait, Alexia, la seule vraie star de la télé-réalité, c'est vous, non? Je ne vais pas commenter ça. Laurent Lafitte, bonsoir. Alors, je devrais dire Laurent Lafitte de la Comédie Française. Vous n'êtes pas obligé. Ah, si. Vous y tenez. Bah oui, j'y tiens, puis moi je suis très fier d'accueillir des gens de la Comédie Française. Ah, tout à l'heure, là, pour Michel Leb, en fait, le problème, c'est pas de ressembler à Michel Leb physiquement, c'est au niveau de l'humour que ça pourrait poser un problème. Ah oui? Vous avez beaucoup plus d'humour que lui. Ça n'engage que vous. Vous avez eu très tôt la vocation. Oui. À 15 ans, vous jouez dans un téléfilm suite à une petite annonce que vous avez vue dans France Soir. Absolument. Vous envoyez une lettre avec un photomaton et tout. Et puis j'ai passé le casting et j'ai été engagé. Voilà. Ensuite, une formation assez classique, le cours Florent, le conservatoire. Et puis, vous êtes engagé dans le Classe Mannequin. Oui. C'était un de mes premiers boulots professionnels. Donc j'ai appris mon métier, apprendre un texte, l'interpréter et en vivre aussi. Vous êtes quand même le premier membre de la Comédie Française à avoir commencé dans une sitcom de merde, quand même. Peut-être, peut-être. Comme quoi, on se sort de tout. La preuve, il y a la preuve. Il faut dire que Classe Mannequin, c'était avec Vanessa Demouy. Ça a été une formidable école pour vous, pour apprendre à jouer la comédie, notamment jouer la comédie avec une érection, j'imagine. Ça, encore une fois, ça n'engage que vous. Mais il faut être très concentré quand on fait une sitcom parce que on tourne très vite. C'est une bonne école. Alors, sur le site officiel de la Comédie Française, votre biographie ne mentionne pas Classe Mannequin. Vous leur avez pas dit? Alors, c'est sur mon CV. Maintenant, sur les bios, peut-être, non, je ne sais pas si ils le savent à la Comédie Française? J'espère. Maintenant, ça maintenant, ils le savent. Vous savez pourquoi Nicolas Sarkozy trouvait la Comédie Française chiante? Parce qu'il préférait faire ses premières photos officielles à Disneyland, peut-être? Ah oui, c'est ça. Alors, Laurent, vous êtes ici ce soir pour un film intitulé Les Beaux Jours de Marion Vernoux avec Fanny Ardant et Patrick Chenet qui sort le 19 juin. Je vais faire le pitch. Oui. Alors, Fanny Ardant est une dentiste fraîchement retraitée. Elle vit avec Patrick Chenet, qui lui est dentiste toujours en activité. Et là, pour combler le vide de la nouvelle vie de leur mère, ses filles lui offrent un abonnement découverte dans un club pour seniors qui s'appelle Les Beaux Jours. Voilà. Et là, au Beaux Jours, il y a un prof d'informatique qui est vous, et la passion va naître entre Fanny Ardant, donc quand même la soixantaine, et vous.
Oui. C'est pas une cougar, c'est pas une femme qui cherche la compagnie d'hommes plus jeunes qu'elle. Ouais. Et moi, je suis pas non plus un gars qui cherche forcément des femmes plus mûres. C'est juste 2 disponibilités à ce moment-là qui vont faire que ça va être possible. Ce qui est formidable avec vous, c'est que vous pouvez passer comme ça de au-delà du périph' ou qui a retué Pamela Rose à Marion Vernou très facilement. C'est bien. Bah, j'ai la chance qu'on me propose des rôles différents. On va regarder à quoi ça ressemble. C'est ta première fois au beau jour ? Bienvenue, Caroline. Enfin, vous voyez bien que c'est une connerie, ce club. Elle a arrêté de bosser à 3 mois. Vous croyez sincèrement qu'elle allait se réveiller dans la poterie des pieds dansants ? Franchement. C'était RL comme contrôle. Peut-être Caroline, c'est ça ? On pourrait se faire un petit resto ? Vous avez le temps ou pas ? Du temps, j'en ai. J'ai que ça, même. Enlevez-moi d'un doute. Ôtez-moi d'un doute, non ? Ôtez-moi, oui. J'ai trop bu ou vous me faites du plat ? Du quoi ? Du grain dedans. Du gringue. La première fois dans la voiture, c'était un hasard. La première fois, c'était toi. La deuxième fois, c'était encore toi. La troisième... C'était moi. Voilà, les beaux jours de Marion Vernou avec Fanny Ardant, Patrick Chénier, Laurent Lafitte. Très bien. Merci. Alors, vous êtes très bon aussi dans l'humour. Moi, je me souviens de votre spectacle Laurent Lafitte, comme son nom l'indique, en 2008. Je trouve ça insensé, vraiment insensé. J'étais allé vous voir pour vous le dire, d'ailleurs. Ouais, et là, vous avez fait un carton donc, au César. Et Antoine Decaune a envie de vous passer le relais l'année prochaine. Vous allez faire comment pour que ça soit pas trop chiant, les Césars? Vous allez passer des extraits de films américains? Je vais pas les présenter, surtout. Ah bon? Non, c'est lui qui présente les Césars l'année prochaine. Il avait dit que c'était vous? Non, il avait dit que si jamais il ne le faisait plus, il me verrait bien le faire à sa place. Mais non, il le fait. Moi, je suis fan de vous. Ben, merci. Nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Arthaud, d'Alexia Laroche-Joubert, de Christophe Barbier et de Laurent Lafitte. Alors, Nathalie Arthaud, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, je vais révéler quelque chose qui va beaucoup intéresser Alexia. Nathalie Arthaud a été découverte dans le cadre d'un casting intitulé « À la recherche de la nouvelle Arlette ». Non, mais c'est vrai que depuis toute petite, vous vouliez faire Arlette comme métier dans la vie, non? Non, mais à quel âge vous avez eu envie? En tout cas, j'ai été très vite révoltée par la société, par les injustices. Mais enfin, moi, je me souviens vraiment de cette famine qu'il y a eu en Éthiopie qui m'avait frappée. C'est ça qui a été le déclencheur? Oui, je crois vraiment. C'est quand même pas possible, quoi. Je voyais quand même vraiment que... Bon, nos poubelles débordaient. Je me dis, là, il y a un problème. Manifestement, personne ne s'en occupe. Donc, il va falloir s'en mêler. Voilà. Et alors maintenant, vous avez remplacé Arlette Laguillet, un peu comme Sylvie Tellier avec Madame de Fontenay, quoi. Dites-moi, vous avez des nouvelles d'Arlette? Elle va très bien. Ça lui fait quel âge maintenant? Bah écoutez, en tout cas, pour moi, elle est toujours jeune. Elle a toujours, elle défend toujours ses idées. Elle est toujours une militante, une camarade que je croise très souvent. Vous n'êtes pas toute jeune. C'est vrai qu'elle avait couché avec Trotsky. Alors vous êtes une sorte d'Arlette 2.0, sauf qu'Arlette, elle ne faisait pas 0,56 au présidentiel. Ceci étant, en même temps, vous auriez fait 10 fois plus, ça n'aurait rien changé, vous n'aurez pas gagné quand même. Alors. Exactement. Vous remarquerez qu'il y en a eu d'autres qui ont fait bien plus et qui ne pèsent... Rien du tout. Rien du tout. Ouais. En fait, quand on voit vos scores sérieusement, on voit bien qu'il n'y a plus de travailleurs et de travailleuses en France. Pourquoi vous n'essayez pas chômeurs, chômeuses? Vous remarquerez d'ailleurs que même celui qui est élu, qui a été donc le premier, ne pèse pas non plus. Il s'est présenté avec toute une série de promesses et d'engagements. Au bout du compte, on voit que c'est Mittal, le PSA, c'est eux qui mènent leurs affaires comme ils veulent. Alors comment vous expliquez qu'au moment où les peuples sont enfin lucides sur la violence du capitalisme, les électeurs ne votent pas plus nombreux pour vous? C'est un peu vexant quand même. Vous savez, ça se passe à un autre niveau. C'est pas parce que justement on se retrouve licencié après toute une vie de travail et qu'on a le sentiment d'être confronté à une injustice sans nom qu'on a conscience qu'on peut changer les choses, que la société elle peut fonctionner tout autrement. Je crois que vraiment, il y a une pression, il y a un conformisme, un conservatisme. On nous met dans la tête que c'est comme ça, qu'il y a toujours des riches, des pauvres et que forcément il faut se résigner. Moi je dis non, c'est pas vrai. Mais quand même, aujourd'hui, les électeurs, je suis désolé, ils vont plus vers Marine Le Pen que vers vous, quoi. Non, mais sérieusement.
Je crois que malheureusement, il y a effectivement tellement de résignation finalement et tellement de démoralisation que effectivement ces idées-là, cette démagogie-là, elle finit par influencer effectivement. Moi, je le combats parce que je pense que c'est un danger très grave. Alors, Nathalie, vous avez perdu quand même 1 400 000 électeurs en 10 ans. Ça se perd pas comme ça, 1 400 000. Vous avez regardé derrière le canapé Alors... La voie électorale, ça marche pas très fort. Vous êtes trop légaliste pour prendre le pouvoir par la rue. Que vous allez faire comment? Ah non, mais moi, je pense qu'effectivement, c'est pas sur le terrain électoral, c'est pas en votant que les travailleurs peuvent se défendre. Alors donc c'est en descendant j'en suis dans la bien rue. Convaincue. Ah mais moi, je suis convaincue que c'est la rue. Je suis convaincue que c'est des manifestations. Je suis convaincue les manifestations, ça ne sert pas à grand-chose. Mais... C'est des grèves insurrectionnelles. C'est la révolution. Et c'est la révolution. Pourquoi? Parce que ceux qui ont le pouvoir dans la société... Eh bien, on ne vote pas pour eux. Ouais. Voilà, parce que c'est les conseils d'administration de L'Oréal, de Sanofi, et il n'y a jamais de vote pour ces gens-là. Et ils font ce qu'ils veulent. Nathalie, voilà. Vous vous définissez comme communiste révolutionnaire. Ça existe où, ce truc-là, pour qu'on voit si c'est bien? Il n'y a pas d'exemple aujourd'hui dans aucun pays, mais par contre, il y a des moments de l'histoire. Moi, je pense à la Commune de Paris de 1871. Oui, là, le peuple a c'est plus des pris exemples historiques que géographiques. Oui, et la Révolution russe aussi, où finalement tout un peuple s'est levé à renverser le tsarisme et à réinventer une autre société, une autre économie. Alors évidemment, il y a eu le stalinisme. Ça s'est mal terminé, oui. Ok, d'accord. Bon. Christophe. Je crois surtout que l'erreur historique, c'est de croire que les Français veulent encore la Révolution. Et je pense qu'il y a deux idées qui sont désormais dans le passé, c'est le royalisme et la Révolution, qui allaient avec. Et donc les Français veulent de l'amélioration, mais ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont, la démocratie, la sécurité sociale, la télévision, la liberté d'expression, pour faire la révolution, c'est-à-dire pour changer de système économique et social. Et je pense que Nathalie Arthaud pourrait essayer de constituer une alliance d'une gauche réformiste radicale pour essayer d'arriver au pouvoir, de ne pas changer 100% de la réalité, mais peut-être les 15% de la réalité qui fait qu'en effet les plus miséreux, les plus malheureux, sortiraient un peu la tête de l'eau. Et je pense que la voie de la pureté... Vous devriez le prendre comme consultant. Mais je n'arrive pas à la convaincre. Vous dites que ils ne veulent pas perdre ce qu'ils ont, les travailleurs, mais ils le perdent aujourd'hui. Et je suis convaincue que tôt ou tard, les gens se disent « c'est plus possible, mais là, on ne va pas de l'avant, on recule. Maintenant, c'est le travail à la tâche. Vous êtes appelé, il faut aller travailler pour 2 heures. Ça, c'est le 19e siècle. Dans le 19e siècle, oui, il n'y avait pas de retraite, il n'y avait pas de sécu. On est en train de nous le reprendre. Donc moi, je crois qu'il y a effectivement des questions à se poser, mais de fond, sur le fonctionnement de cette économie capitaliste. Alexia. Je fais mon métier, c'est que je regarde Nathalie Arthaud et je me dis, est-ce que c'est un bon perso ou pas? Oui. Non. Ce que je veux dire, c'est que je vous trouve touchante et en effet convaincue et sûrement probablement quelquefois convaincante. Après, on se perd un peu quand on part sur la Russie, parce qu'évidemment, on va dire, l'état de fait de ce qui s'est passé vous renvoie à l'échec total de ce discours-là. Néanmoins, j'aime beaucoup ce que vous dégagez. Tu te dis, je vais la prendre dans une émission de télé-réalité. Non, pas du tout. Je me dis, c'est bien. Sa manière de dire nous, je trouve ça bien. Voilà, il n'y a pas de politique qui disent nous et qui s'associe complètement à la population. Donc je trouve ça bien. Voilà. Laurent, vous seriez prêt à voter pour Nathalie? Idéologiquement, oui. Fiscalement, je ne sais pas. Mais la révolution, je pense que ça peut être séduisant. C'est la terreur plutôt qui est angoissante. C'est qu'est-ce qu'il y a après. Parce que nous, on est déjà à la suite d'une révolution. Peut-on avoir 89 sans 93 et Lénine sans Staline? Voilà. C'est ça qui fait peur. Est-ce possible? À mon avis, non. En tout cas, c'est parce que les gens croient que c'est pas possible qu'ils veulent pas y retourner. Voilà. Et ça, c'est la limite du rêve de Nathalie Arthaud. Mais il y a des patrons que vous respectez ou pas? Des grands patrons, honnêtement, je pense que non, je pense que c'est des exploiteurs. C'est pas une question morale, c'est pas sur le terrain moral. La notion de donner du travail, moi l'idée d'avoir des gens et de leur fournir du travail et de me dire ensemble on va aller quelque part, en tant que patron, c'est une énorme satisfaction. Il y a des lois économiques dans ce système capitaliste, c'est les lois de rentabilité. C'est les lois de profitabilité, c'est les lois de la compétitivité qu'on nous assène tous les jours. Ce sont les actionnaires que vous n'avez pas, en fin de compte. Bien sûr. Quand vous voyez qu'un groupe comme Sanofi nous explique, il fait 8 milliards de bénéfices, qu'il faut quand même qu'il supprime 900 emplois parce que peut-être que demain, ça ira plus mal, là, on se dit, voilà, alors on a un système fou, aveugle. Justement, vous dites, si on veut réduire le chômage, il faut interdire les licenciements. Mais pour réduire le déficit de la sécurité sociale, on pourrait interdire la maladie aussi.
Mais juste parce que vous croyez que le licenciement, c'est une maladie, que ça vient... Il y a des décisions. Le licenciement, quand les gens licencient, c'est qu'ils n'ont pas le choix en général. Oh, vous êtes bien gentil avec la famille Peugeot, monsieur Ardisson. J'ai pas le permis. Vous êtes bien gentil avec monsieur Mittal. Nous, on pense que ces profits qui sont dégagés, eh bien, ils devraient servir à maintenir les emplois, à payer les retraites, à augmenter les salaires. Voilà, des gens qui en ont besoin pour survivre. Ça devrait être la priorité. Et les travailleurs, ils ont un droit sur cet argent-là, justement, sur ces profits. C'est pas des cadeaux, c'est un droit sur cet argent, c'est eux qui le créent. Vous êtes très convaincante. Christophe Barbier, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous êtes directeur de la rédaction de l'Express, intervieweur et chroniqueur sur iTélé, acteur et metteur en scène de théâtre, et vous co-signez un livre avec Marc Jolivet qui s'appelle Rêvons, qui est publié chez Flammarion. Nous en parlerons, mais d'abord parlons de l'Express. Alors, il n'y a pas d'effet Hollande sur l'économie française, mais il y en a un sur les ventes de l'Express, quand même. Il y en a eu un. Ouais. C'est vrai que dans le premier semestre du quinquennat, les échecs de Hollande, le côté un peu dans le vide, a créé un phénomène d'inquiétude à gauche et de revanche à droite qui fait que les gens ont acheté les couvertures très critiques envers François Hollande. Ça s'est arrêté. Plus Hollande se plante, mieux ça marche pour vous. Non, parce qu'au bout d'un moment, les gens sont tellement désespérés qu'ils veulent même plus entendre parler de lui, ils achètent même pas quand on dit du mal. J'ai regardé un peu les unes de l'Express. Alors, y a-t-il vraiment un président en France? Est-il un vrai chef? Et si Sarkozy avait eu raison, comment il va vous assommer? Grand doute quand même sur Hollande. La meilleure vente, ça a été et si Sarkozy avait eu raison. C'est-à-dire qu'il y a eu à la fois le remords des gens de droite qui voulaient plus de Sarko, qui ont laissé passer Hollande, et puis l'inquiétude des gens de gauche qui se sont dit on a voté pour lui parce qu'on voulait plus de l'autre, mais est-ce qu'on ne s'est pas trompé? Hollande est-il à la hauteur? La débâcle, le train de vie du pouvoir socialiste. Regardez le train de vie, il prenait pas l'avion, il prenait le train. Est-ce qu'il continue vraiment? Non. Est-ce qu'il n'a pas changé de voiture? Est-ce qu'il ne fait pas comme tout président, c'est-à-dire le train de vie de l'État? Donc ça, c'est quand même un problème. Qui est le chef? Là, il est avec sa femme. La réponse, on la connaît. L'hypnotiseur, Monsieur Faible, les cocus de Hollande. Alors j'espère pour vous qu'il y aura une belle hausse du chômage en juin, comme ça on pourrait faire « Passera-t-il l'été ?» C'est pas mal. Si vous reculez de 5 ans, c'était pire sur Sarkozy. Ouais. Mais simplement, Sarkozy était un personnage tellement agressif lui-même que la violence en face des commentaires semblait dans le ton. Hollande est à la fois zen, un peu absent et indifférent, un peu édredon. Donc du coup, on ne voit que l'agressivité des éditoriaux. Vous pouvez faire, y a-t-il un président dans l'avion? Y a-t-il un président pour sauver la France? Le problème maintenant, c'est de savoir s'il y a encore un avion. Bonne réponse. Alors, à part Hollande, il y a l'islam. Là, vous y allez fort quand même. Islam, les vérités qui dérangent, l'Occident face à l'islam, la peur de l'islam, le vrai coût de l'immigration. Et alors, ce qui est un peu malhonnête quand même, c'est que quand on lit l'article, à l'intérieur, vous dites « Les immigrés sont un atout économique et ne creusent pas les déficits sociaux ». Donc, en fait, c'est un piège à raciste. Non, pas du tout. Le vrai coût de l'immigration, c'est le fantasme un peu des gens qui se disent « Mais est-ce que c'est pas une erreur? Est-ce que ça ne ponctionne pas nos recettes sociales ?» Quand on regarde en profondeur, non. Ça apporte plus de richesse que ça ne coûte à la nation. Mais pourquoi vous ne mettez pas ça sur la couverture? Parce que si on met la bonne nouvelle... Il faut acheter le journal pour le savoir. C'est comme si vous essayiez d'attraper un poisson sans hameçon. D'accord. Alors, à l'Express, mon cher Christophe Barbier, vous distribuez des cartons verts, jaunes, rouges aux personnalités politiques. Et vous avez mis un carton rouge à Bachar el-Assad. Il était très affecté. Et oui, il paraît que ça a profondément... Il a envisagé de démissionner à un moment. C'est là qu'on voit les limites de l'éditorialisme. Mais je remarque que ceux qui ont la bombe atomique, comme la France, l'Angleterre, les États-Unis, sont tout aussi inefficaces. Donc finalement, carton rouge, bombe atomique... Bravo, bonne réponse. Alors donc, il y a une nouvelle formule de l'Express. Vous avez raison, vous dites les news magazines, qui avaient été inventés pour ça à la fin des années 50, ne sont plus là pour résumer l'actualité de la semaine. C'est vrai. C'est vrai qu'aujourd'hui, avec les chaînes d'infos, Internet, on ne va pas chercher l'Express, Le Point ou l'Obs pour savoir ce qui s'est passé pendant la semaine. Voilà. Et on compose le journal à partir des meilleurs sujets, en donnant du temps aux journalistes pour les approfondir, en ne courant plus derrière l'actu, en essayant de la devancer, puis en essayant aussi de la créer, de sortir des scoops, que ce soit sur les affaires politico-financières. Il y en a un dans le dernier numéro, alors là, c'est un scoop énorme, franchement. Donc, il publie les agendas de Nicolas Sarkozy. Donc, on voit un peu qui Sarkozy recevait à l'Élysée quand il était président de la République. Et celui qui a été le plus reçu, c'est Tapi. 18 fois entre 2007 et 2010. On en parlera dans le débat d'actu. Et deuxièmement, alors là, Stéphane Courby, le patron d'Alexia Laroche-Joubert. Il avait 3 sujets à évoquer avec Nicolas Sarkozy. Qu'est-ce qu'il va dire à Sarkozy, ce gars-là? Le premier sujet, c'est qu'il voulait parler d'Alexia.
beaucoup. Ça a pris beaucoup de temps. C'est quand Sarkozy voulait se remarier, ça. Voilà. Ensuite, je pense que Stéphane Courby avait, dans les paris en ligne, autour de la régie de France Télévisions, des ambitions économiques et donc sans doute des intérêts à rencontrer le président. Et puis, troisièmement, il y a eu l'affaire Bettencourt. Oui. Stéphane Courby se retrouve parmi les mises en examen de Bordeaux pour avoir été financé à un moment donné par Liliane Bettencourt. Donc, je suppose qu'il pouvait aussi évoquer le sujet. Par ailleurs, Nicolas Sarkozy s'est toujours intéressé à l'audiovisuel. Il a changé le mode de nomination jusqu'à ces jours-ci, où ça a changé avec le pouvoir de gauche, pour que le président de la République puisse adouber le patron de l'audiovisuel. Et on voit que le jour où il reçoit Stéphane Courby, enfin dans le facsimilé qui est publié par l'Express, le matin, le mec est président de la République de la 5e puissance mondiale, le matin il reçoit Patrick Sabatier, c'est quand même pas rien, et l'après-midi Stéphane Courby quand même. Il pouvait passer de Charlie et Lulu à un chef d'État. Il était assez élastique. Non, vous me demandiez pourquoi il venait pas souvent à la Comédie Française. Voilà. Alors il y a peut-être une autre raison, hein, c'est qu'il a été écrit dans Le Point qu'il a fait des cadeaux à Cécilia, dont un sac à main à 5 000 €. Peut-être qu'il les a portés directement lui-même à l'Élysée. Écoutez, j'en sais rien, je suis pas au courant de cette histoire de sac. Mais il peut vous le dire. Oui, mais qu'est-ce qu'il y avait dedans? Alors Alexia, est-ce que, bon, je sais que vous aimez beaucoup votre patron, évidemment, mais... C'est un homme pour lequel j'ai énormément de tendresse et qui assume le rendre. Et humainement, il m'a fait la preuve, dans ses 17 ans, à des moments graves de ma vie, qu'il était un homme présent aux côtés des gens qu'il affectionne. Après, je ne suis pas secrétaire de l'agenda de Stéphane, mais il n'a jamais caché le fait qu'il était plutôt copain il l'a jamais avec, caché. avec Il Sarko. l'a jamais caché. Bien. Christophe Barbier, vous ne chômez pas, parce qu'en plus de tout ce que j'ai déjà dit, vous publiez chez Flammarion avec Marc Jolivet un livre qui s'appelle Rêvons. Alors, c'est des rêves uchroniques, où vous réécrivez l'histoire. Alors, par exemple, Nafissatou Diallo et DSK, alors, c'est pas du tout ce qu'on croyait. On a la vérité, et puis maintenant qu'il va peut-être avoir un non-lieu dans l'affaire de Lille, il va être libéré. En fait, c'est une vraie histoire d'amour. Oui. Et ils se sont dit, mais comment on va faire? Ça sera pas possible de vivre notre histoire d'amour. Et donc, ils ont monté cette affaire. DSK a dit à Nafissatou, je t'agresse, tu portes plainte, je suis débarrassé de ma vie politique. Et dans 5 ans, quand tous les dossiers sont terminés, je reviens. Pendant ce temps-là, avec les indemnités, tu te seras enrichi. Et là, on pourra... Et tu deviendras première dame de France. Voilà. C'est pour bientôt. Alors à chaque fois... J'ai fait un rêve pour Nathalie Arthaud quand même, parce que j'ai rêvé que je sauvais Lénine du complot de Staline, et que donc on gardait la pureté et l'espoir léniniste et on ne tombait pas dans le stalinisme. Et voilà, vous voyez. C'est un beau rêve. Vous avez fumé quoi quand vous avez écrit tout ça? Parce que, sincèrement, ça a l'air bien efficace quand même. Hein. Le rêve, c'est comme la télé-réalité en mieux. C'est-à-dire que non. C'est ça. Ce qu'il faut savoir, vous dormez combien d'heures par nuit? En semaine, 4. Il dort 4 heures par nuit, il fait des rêves, et avec les rêves, il fait des bouquins. Là, franchement... Quelle rentabilité. J'avoue que là, il est rentable. C'est comme ça qu'on crée des richesses. Mais finalement, vous êtes un peu comme Nathalie Arthaud, vous imaginez un monde différent, quoi. Oui. Voilà. Tout simplement. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko, et c'est Laurent Mauduit, cofondateur du site Mediapart, que nous retrouverons sur ce plateau après le Magnéto. Bernard Tapie a toujours eu la réputation d'être d'une honnêteté irréprochable. Alors forcément, quand on le soupçonne d'avoir participé à une entourloupe qui lui aurait rapporté 400 millions, ça lui fait beaucoup de peine. Même si j'ai fait des fautes, et j'en ai fait, je ne mérite pas du tout ce traitement. Tapie est tellement attaché à sa réputation d'honnêteté qu'il se dit prêt à rendre l'argent si on découvrait la moindre irrégularité dans l'affaire. Erreur d'arbitrage. Or, justement, la justice soupçonne l'un des 3 arbitres qui a pris la décision d'avoir favorisé les intérêts de Bernard Tapie. Pierre Estoupe était censé n'avoir aucun lien avec Tapie. Or, il a déjà travaillé plusieurs fois pour l'un de ses avocats. De son côté, Tapie affirme qu'il n'a jamais rencontré Pierre Estoupe. Pourtant, la police a découvert chez celui-ci un livre avec une dédicace de Tapie qui l'assure de son infinie reconnaissance. Ce qui est sûr, c'est que la commission d'arbitrage a été très généreuse avec Bernard Tapie. Ils ont décidé de lui accorder 45 millions d'euros d'indemnité pour préjudice moral. Une somme énorme, puisque dans ce domaine, le record précédent s'élevait à seulement 1 million d'euros. La somme touchée par Patrick Dils pour le dédommager de 15 ans passés en prison, alors qu'on l'accusait à tort d'avoir tué un enfant. Quoi qu'on puisse dire, quoi qu'on puisse faire, personne ne pourra me rendre ces 15 ans. N'empêche, Tapie lui aussi a beaucoup souffert. D'ailleurs, en 2008, il avait la gorge nouée en expliquant que sa réputation avait été salie dans l'affaire Adidas Crédit Lyonnais. Lorsque j'arrive et qu'un jour, un homme se fait traiter de Tapie breton, parce que mon nom est devenu une injure publique, peut-être vous mesurez pas quelle est l'énormité du problème.
Mais je ne souhaite pas de porter un seul jour un nom qui devient une injure publique. Pauvre Bernard. Comme tout le monde disait du mal de lui, il n'osait plus prendre le métro. Alors, il a été obligé de s'acheter un jet privé à 24 millions. Et puis, comme il n'osait plus s'allonger sur la plage avec tout le monde, il a aussi dû acheter un yacht à 40 millions. Et bien sûr, pour ne pas croiser le regard désapprobateur de ses voisins, il a été contraint de s'offrir une villa à 45 millions dans un quartier tranquille de Saint-Tropez. Ah, faut reconnaître qu'il est très fort, notre nanar national. C'est comme si je m'appelais enfoiré, pourri, ordure. Ça donnerait presque envie de rire et d'applaudir à ses exploits. Si seulement les 400 millions qu'il a perçus n'étaient pas de l'argent public sorti des caisses de l'État. Voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Graf. Bravo Blacko, bravo Julien. Laurent Mauduit, bonsoir. Alors vous êtes journaliste, cofondateur du site Mediapart, et vous avez publié en avril L'étrange capitulation chez Gazevitch. Bienvenue parmi nous. Alors, au départ, ce qu'il faut dire quand même, pour rappeler les faits, c'est qu'il y a une arnaque. Tapi, au moment où il se lance dans la politique, il confie au Crédit Lyonnais le soin de vendre Adidas. Le Crédit Lyonnais vend Adidas pour 315 millions d'euros, qui est racheté donc par des investisseurs et le Crédit Lyonnais. Et un an plus tard, Adidas est revendu le double. Alors évidemment, en 2005, le Crédit Lyonnais, enfin qui est devenu le CDR. La structure publique de défaisance dans laquelle les actifs douteux du Crédit Lyonnais ont été mis. Alors en 2005, donc, le CDR est jugé coupable d'avoir roulé Tapi et ils sont condamnés à lui payer 135 millions d'euros. Mais ce jugement est annulé en cassation et à ce moment-là, on a le tribunal arbitral. Donc, alors qui a décidé de faire un tribunal arbitral et de ne pas passer par la justice normale? C'est le chaînon de l'histoire le plus important parce qu'en fait, en 2006, la Cour de cassation, c'est-à-dire la juridiction suprême, en plus, dans sa forme collégiale, c'est-à-dire la plus solennelle, casse le jugement d'appel qui condamnait le Lyonnais à 135 millions d'euros en disant que c'était beaucoup trop. Je ne rentre pas dans la technique du jugement, mais du coup, l'État, en 2006, donc juste avant la présidentielle, est dans une position au plan judiciaire, juridique, très confortable. Il s'apprête à gagner en justice. L'État n'avait qu'à attendre quelques mois et était sûr de gagner. Et c'est à ce moment-là que Nicolas Sarkozy donne des instructions pour qu'on aille à l'arbitrage. Voilà, alors première question, pourquoi Nicolas Sarkozy choisit-il un tribunal arbitral? Est-ce que parce qu'il avait peur peut-être que ça coûte plus cher à l'État que 135 millions d'euros? Il y a deux versions, la version du gentil et du méchant. La version du gentil, et d'autres avant lui l'ont envisagé, Strauss-Kahn, Fabius se demandaient si transiger n'était pas une piste à suivre. C'est de se dire, si on retourne devant la justice, ça peut faire encore plus mal, parce qu'il y a la condamnation, il y a éventuellement ensuite une condamnation civile, puisque l'arbitrage c'est tout, une bonne fois pour toutes. Donc il y avait des arguments, et certains le disaient publiquement, pour aller à l'arbitrage. Et puis l'autre version, c'est la version du méchant, c'est on va à l'arbitrage parce qu'on sait qu'on va pouvoir frelater l'arbitrage, et ensuite, la somme d'argent qui sera attribuée, on en attend quelque chose en retour. Voilà. Qu'est-ce que ça peut être? Un soutien politique, des rétrocommissions, la promesse d'une carrière future. Pour l'instant, on n'a absolument aucun élément consistant pour dire qu'il y a eu un mobile pour pousser à l'arbitrage. Non mais attendez, on ne donne pas 400 millions à quelqu'un sans en 400 attendre millions, quelque chose. 400 millions, c'est le chèque de l'État. Oui, là-dessus, il y a eu des impôts payés, il y a eu des emprunts, il y a eu les dettes, etc. Dans le règlement complet de toutes ces affaires qu'il a pu faire à ce moment-là, Tapi déclare, dans l'Express au mois de février, ce qu'il m'est resté, et c'est déjà beaucoup, c'est 77 millions. Je ne veux pas charger la barque, mais enfin, 45 millions d'euros au titre du préjudice moral. Voilà. Quand on pense que Patrick Dils, il a eu 1 million d'euros, dont 500 000 pour lui, 500 000 pour sa famille, et le mec, il a passé 15 ans. C'est ça la fin de l'arbitrage. Ça, c'est indéfendable. Les 45 millions, c'est indéfendable. D'ailleurs, si Tapi avait dit tout de suite, c'est trop, je les rends, je pense qu'on ne l'aurait pas embêté sur le reste de l'argent. Non, c'est faux. Enfin, il y a beaucoup de points sur lesquels, factuellement, tu te trompes. Ah non, je ne crois pas. Non, mais d'abord, il a gardé beaucoup plus que 70. Moi, j'ai apporté la preuve dans mes enquêtes qu'il y a eu une étape Élysée. C'est-à-dire qu'une fois qu'il a eu la somme en brut, c'est 403 millions d'euros, il a été dans le bureau de Claude Guéant pour négocier ses impôts. N'importe quel contribuable, vous, nous, non. On ne peut pas passer par la case Élysée. Mystérieusement, 3 mois après, ces impôts sont passés, pour des raisons juridiques complexes que je ne vais pas expliquer ici, devant le tribunal de commerce. Et l'État a décidé de ne pas faire appel des impôts que Tapi devait, et on a passé l'éponge sur tous ces impôts sur le revenu des années 1992-1993. Pardon, 12 millions d'euros que l'État lui a fait cadeau. Dans mon face-à-face avec Henri Guénaud, il y a quelques jours, Guénaud a dit « Mais attendez, c'est normal, tous les riches font ça. » Vous comprenez le scandale, l'émotion pour les contribuables de savoir ça. Tous les riches font ça, oui.
C'est un aspect qui est consternant. C'était stupéfiant de voir Guéant l'autre jour dire, comme chacun sait, on négocie les impôts avec les grosses fortunes. Mais ce qui m'a choqué, c'est qu'il était étonné qu'on trouve ça surprenant. Oui. C'est-à-dire que le système est tellement perverti que, enfin, ça... La justice, c'est sur l'hypothèse d'une bande organisée. Donc la question... Qui est dans la bande? Pour la justice et pour nous journalistes, c'est qui est dans la bande? C'est ça la vraie question. Non, mais sérieusement, tout ça n'aurait pas pu être possible sans l'aval de Nicolas Sarkozy. Je veux dire, bon, voilà, il faut raconter l'histoire. Donc là, ce qui est amusant, enfin amusant ou triste, c'est qu'une sorte de jeu de mistigris. On a même Bernard Tapie qui dit, quoi? Une entourloupe? Ah, mais c'est pas possible, dans ce cas, je rends l'argent. Mais non. Donc, il faut laisser la justice avancer. Il faut savoir qui est dans la bande. Est-ce que Claude Guéant, qui a été fait l'objet d'une perquisition, est-ce qu'il est dans la bande? Et donc, du coup, derrière, il y a le chef de l'État, même si son statut pénal le protège. Nathalie? Je pense que c'est vraiment une escroquerie d'État spectaculaire. Hein, les 45 millions parlent d'eux-mêmes. Et il n'y a pas que Tapie. Il n'y a pas que Tapie. Tapie, c'est le prototype. Restons sur Tapie. C'est le prototype qui aime la lumière, etc. Donc lui, forcément. Mais même Bettencourt, elle va négocier ses impôts à l'Élysée. Et effectivement, ceux qui ont de l'argent font ça. Mais si je peux me permettre, ce que je trouve formidablement impressionnant dans notre capitalisme, c'est que je trouve qu'il a un caractère mafieux, c'est en violation des règles de l'état de droit. C'est ce que révèlent les connivences entre Stéphane Courbit, Alain Minc et Nicolas Sarkozy. C'est ce que révèle l'affaire Takedine, c'est ce que révèle l'affaire Bettencourt. C'est pas un système mafieux à l'italienne avec une mafia liée à la misère et à la criminalité. Non, c'est une mafia du haut. C'est une oligarchie du haut de gens qui sont dans l'entre-soi entre eux et qui s'arrangent pour faire des affaires et qui éventuellement violent la loi. Je veux dire, de penser qu'un juge d'instruction, dans une démocratie comme la France, prend cette qualification, cette incrimination qui est quand même infamante, escroquerie en bande organisée, je trouve que ça dit tout. Je trouve qu'on est une démocratie totalement à part dans le concert des grandes démocraties. Oui. Alors, dernière question, est-ce que Tapie peut rendre l'argent? Alors, il paraît que la législation française le permettrait, mais que la législation européenne ne le permet pas. La vraie question, notamment sur les 403, il y a 216 millions qui ont été virés en Belgique. Et donc, je pense que si l'arbitrage est annulé, il devrait le rendre. Mais est-ce qu'on pourra le retrouver, l'argent? Ce sera peut-être ça la vraie question. Il a mis 15 ans à obtenir cet argent. Il mettra au moins 15 ans à le rendre s'il le rend un jour. Comme il a 70 ans. Ça laisse du temps. Si l'arbitrage est cassé, la première question, c'est est-ce qu'il rend l'argent? La deuxième question, c'est on retourne devant la justice normale. Combien de temps ça prend? Et qu'est-ce que cette justice-là décide de donner ou de ne pas donner à Tapie? Il y a une menace en plus. Il y a une menace en plus, c'est qu'il y a les conséquences en civil et ce qui rend l'argent, il y a les conséquences pénales. Parce que si Christine Lagarde est poursuivie pour complicité de détournement de fonds publics, c'est-à-dire s'il y a détournement de fonds publics, il y a peut-être aussi recel. Et donc dans ce cas-là, au plan pénal, il sera menacé. Et donc c'est compliqué pour lui. J'aimerais pas avoir Mediapart sur le cul, moi. Merci. Merci d'avoir été avec nous, Laurent. Merci. Alexia, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Nathalie Arthaud, de Christophe Barbier et de Laurent Lafitte. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h ce soir, Jean-René Mahé. Bonsoir. Alors, Jean-René Mahé, en France, selon l'INSEE, il y a 2,5 millions de personnes qui ne savent ni lire ni écrire. 2,5 millions de personnes qui traversent la vie dans un brouillard, incapables de déchiffrer un menu de restaurant ou même le nom d'une rue. Jean-René, pendant 20 ans, vous avez été l'un de ces illettrés. Pendant longtemps, vous n'en avez jamais parlé à personne, même pas à vos enfants. Ce soir, vous nous raconterez tout. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ?» Vous avez vu ce qui se passe en Turquie, là? Ah ouais. C'est mort, hein? Ouais. Dire Fenerbahçe rattrapera jamais Galatasaray. Hein. Parce qu'ils sont à 71 contre 61. Ouais. Il reste un match à jouer contre Kassim Passa. Ouais. Mais comme Baris Bazda vient de se prendre un carton, c'est... putain d'arbitre, quoi. Ouais. Bon, faut dire que l'arbitrage n'était pas au niveau de ce qu'on a vu entre Karabükspor et Beşiktaş. Ouais. Franchement, Mehmet Ugdu. Je veux dire, le mec, il ferait mieux de bosser dans le baby-foot, quoi, tu vois. Les mecs qui se cognent à faire des sauts périlleux et lui, il laisse jouer franchement vivement le retour sur les terrains d'un mec intègre et compétent comme Oguzhan Özyakup. Tu vois ce que je veux dire? Pas grave.
Non, parce que, ah oui, parce que oui, qu'est-ce qu'il y a? Ah oui, Turquie, bien sûr. Vous attendiez que je vous parle de la révolution de la place turque, là, la révolte des sans kebabs. Le printemps, salade, oignons, tomates, un chouï de harissa, mais pas trop, j'ai des hémorroïdes, quoi. International. Non, il paraît que... C'est ça, ce qui arrive est très drôle. Il paraît qu'ils utilisent aussi des gaz en Syrie. Ah oui? Oui, ce qui veut dire que dans ce monde, il y a encore des manifs contre le mariage pour tous. Moi, je comprends que la communauté internationale hésite à intervenir. C'est vrai que les gaz, c'est pas très dangereux. Enfin, on récupère assez vite. Je veux dire, aujourd'hui, elle gambade, Christine Boutin. Ouais. Il n'y a rien eu. Théorie de l'évolution, féminité, sport. Roland Garros, l'endroit où les nageuses est-allemandes découvrent les activités sur sol dur. Toi, le tennis, moi, tu sais, c'est un sport de riche. Moi, j'ai essayé, ça coûte une blinde, quoi. C'est entre l'inscription dans un club, l'achat du matériel, la location des types qui viennent ramasser les balles. Alors, retraite. On parle de réformer le mode de calcul des retraites des fonctionnaires. Oui, parce que dans le privé, on calcule sa retraite sur 25 ans. Dans le public, c'est sur les 6 derniers mois. Je ne vois pas ce qu'il y a d'injuste. Enfin, comme si sur 25 ans, un fonctionnaire travaillait plus que 6 mois. Allocation familiale, on parle de les diminuer. Pour les enfants, c'est dramatique. Enfin, à cause de ça, dans de nombreuses familles pauvres, les parents ne pourront plus acheter l'alcool pour pouvoir les supporter. Tu vois ? Alors, oh, s'il vous plaît, l'intelligence est ici. Alors, les allocations, j'ai vu, c'est 450 € par enfant. Ouais. Quand tu penses qu'une professionnelle touche 2 fois plus juste pour simuler leur création, c'est pas... Famille toujours, des familles roms ont été expulsées de l'île. Alors, ils vivaient le long des voies de chemin de fer, c'est un peu l'habitat rome, c'est comme ça, c'est toujours très artiférailleur, quoi. Il y a un côté... C'est l'annonce immobilière typique des Roms, c'est grand espace de 400 mètres carrés aménagé selon convenance, parquet en terre battue dite pointe de Bucarest, proximité toute commodité, décharge, bretelles, autoroute, voies désaffectées, animaux domestiques acceptés, chiens, chats, staphylocoques. Médecine toujours. Le nombre de médecins étrangers va continuer à augmenter. Le patient va enfin pouvoir reprendre le pouvoir sur le médecin. Tu vois, la question, est-ce que vous avez une carte vitale? On pourra toujours répondre, et vous avez votre carte de séjour? Bien sûr, la grande question que se posent tous les éditorialistes, c'est est-ce qu'ils seront capables de soigner les maux franco-français? La dépression, la détestation de soi, le vote socialiste. Beaucoup se forment en Roumanie. C'est très exigeant comme formation, attention. Ils font des transplantations impressionnantes. Les mecs, ils savent remplacer un rein par un moteur de Clio. C'est très... Médecine toujours, Michael Douglas a déclaré que son cancer de la gorge était dû à une MST chopée à cause d'un cunilingus. Oui, le cunilingus donnerait le cancer de la gorge. Donc je profite de cet espace. J'ai une pensée émue pour tous les canards de bain qu'il faudra envoyer en chimiothérapie. Scientifiquement, ça a été prouvé. Hein, c'est-à-dire que l'orgasme féminin causé par voie buccale est dangereux, contrairement à l'orgasme masculin qui est extrêmement sain. Moi, je dis ça, c'est juste pour informer. Hein, c'est pas du tout pour... même si c'est le devoir du comique de s'engager sur les vrais sujets. Lécher tue, mais avaler préserve. Et tout ça, ça a des effets. Il paraît que les différences de salaire dans un couple ont des répercussions sur la vie conjugale. Ah ouais? Ouais. Si la femme gagne plus, le mec a des problèmes d'érection, il consomme plus de Viagra. Non, scientifiquement. Bah, je commence à mieux comprendre les relations franco-allemandes. Il y a forcément quelque chose. Amour toujours. DSK aurait essayé d'embrasser une journaliste italienne à la fin des années 90. DSK, il est plus fort que la drogue du violeur, quoi. Avec lui, les victimes se réveillent 10 ans après, quoi. Plus que 5 ans et Anne Sinclair porte plainte pour mariage forcé, tu vois. Municipal, finalement, NKM sera opposé à Hidalgo. Bon. Alors, selon Patrick Buisson, NKM serait à Paris la meilleure pour perdre. Bah, vu que dans le camp d'en face, ils ont mis la moins bonne pour gagner, elle a peut-être ses chances. Mais la vraie info, c'est qu'en 2014, ce sera forcément une femme qui sera maire de Paris. Hâte de voir la couleur du nouveau papier peint dans le métro.
Non, c'est pas sexiste. Franchement, une femme ne peut pas gérer une mairie. Elle ne peut pas. Non, mais mais si. Elles n'ont aucune autorité. Qu'est-ce qu'une femme sait faire dans une mairie? Dire oui à son homme. C'est... Bien sûr. Enfin, est-ce que ça s'est vu, une grande ville gérée par une femme? Enfin, nulle part dans le monde. Peshawar, Kirkouk, Kaboul, Médine. À un moment, il faut être sérieux. Alors là, vous allez dire, est-ce qu'il y a une bonne nouvelle quand même cette semaine? Oui, la vente de poppers, c'est à nouveau autorisé. Ah, oui. Ouais. Enfin, une conséquence bénéfique du mariage pour tous qui ne profite pas qu'aux gays. Hein. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Comme on retrouvera ici la semaine prochaine. Et d'ici là, demain, à 15h05, sur Canal et sur canalplus.fr. Vous aussi, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Jean-René Maher, bonsoir. Vous êtes né le 22 avril 1956 à Guerlesca, près de Morlaix, dans le Finistère. Vos parents étaient agriculteurs. Ils élevaient des vaches et des cochons pour la viande et le lait. Alors, vers 5 ans, vous vous souvenez de vos premières leçons de lecture? 5-6 ans, oui. Vous aimez bien les lettres en majuscules sur le tableau noir, hein? J'étais fasciné par ça. Alors, arrivé en CP, malheureusement, vous vous sentez complètement perdu. Vous dites, j'étais incapable de relier les lettres entre elles. Et dès les premières leçons, en CP, j'ai compris que j'y arriverais pas. Je me suis rendu compte que j'étais devant un mur infranchissable. Voilà. Rien à faire, hein. Les syllabes se mélangent, voilà, tout à fait. Les lettres se succèdent sans ordre logique et le brouillard s'épaissit. J'accumulais quelques syllabes que je les perdais dans les minutes qui suivaient. Ouais. C'était vraiment très éprouvant déjà pour un enfant à l'époque. Alors vous parvenez cependant à écrire votre nom, votre prénom, vous savez écrire papa, maman, tout à fait. Mais impossible d'aller plus loin. C'est complètement imperméable à l'écriture et à la lecture. Dans le monde rural, même ton entourage, c'était vraiment un monde de terrien, un monde dur. Ouais. C'est-à-dire que l'enfant qui ne travaillait pas à l'école, c'était vraiment... Ouais. On ne mettait pas le bonnet d'âne, mais c'était tout comme... le diagnostic était tellement cruel qu'il disait c'est la personne qui ne veut rien faire. Voilà, oui, vous vous isolez, vous êtes seul au fond de la classe. Alors évidemment, vous prenez du retard, vous redoublez, vous restez 2 ou 3 ans dans chaque classe, et vous vous retrouvez finalement dans des classes avec des élèves qui ont 5 ou 6 ans de moins que vous. Voilà, tout ce qui peut... Enfin, voilà, j'ai eu... Tout ce qui peut être plus humiliant encore, ça ne fait que augmenter la chape de plomb chaque jour. Alors, les profs, évidemment, ne font pas très attention à vous. Ils vous laissent au fond de la classe, ou alors ils vous stigmatisent en vous disant « Mon pauvre Jean-René, tu vas devenir un légume, un handicapé. » Enfin, donc... J'allais faire de la peinture ou du dessin au fond de la classe. Et je revenais à ma place automatiquement quand je jugeais bon de suivre un cours, quoi. Ouais. En fait, c'était ça, mais c'était quelque chose d'épouvantable. Alors à la maison, évidemment, les choses se compliquent aussi parce que vos frères et sœurs font consciencieusement leurs devoirs et vous, c'est toujours cahier vide et encrier plein, quoi. Tout à fait. Voilà, vous avez... Tout à fait. Mes parents, des fois, me demandaient même plus ce que j'avais fait à l'école, quoi. Ouais. Alors votre père vous met des corrections parce que c'est à l'époque... ça se passait comme ça, surtout à la campagne. Hein. Alors, votre mère, un jour, trouve une bonne sœur pour vous donner des cours. Et cette bonne sœur, quand même, qui s'intéresse vraiment à vous, elle voit votre souffrance et elle en parle à vos parents. J'ai toujours cette image de cette religieuse, hein. Ce regard de cette religieuse qui avait la première personne qui avait détecté peut-être ma souffrance d'enfant. Bien sûr. Et qui a certainement dit à mon père à l'époque... Jean-René, il en souffre. Ouais. Oui. Vous avez 13 ans lorsque votre père meurt. Vous vous retrouvez avec votre mère et vos frères et sœurs. À 16 ans, vous stoppez votre scolarité sans finir l'année. Vous n'en pouvez plus. Et là, vous vous retrouvez dans un monde indéchiffrable. C'est-à-dire que vous avez 16 ans, vous ne savez ni lire ni écrire. Alors, vous commencez à travailler dans une usine
de conditionnement de volailles qui est dans votre village. Bien sûr. Et en fait, vous y rentrez assez facilement parce que comme on vous connaît, on ne vous demande pas de remplir de papier. Parce que votre grande angoisse, évidemment, c'est qu'on vous demande de remplir des papiers. Vous ne savez pas écrire. Je suis commencé à travailler dans les années 72. On ne te demandait pas si tu savais lire et écrire du moment que tu savais travailler. Je venais de monde de la campagne, j'ai toujours travaillé. Alors là où ça devient plus problématique, c'est qu'un jour, vous dites quand même, moi j'en ai un peu marre de travailler dans cette usine de conditionnement de volailles, et vous voulez travailler dans une entreprise qui taille le granit. Tout à fait. Voilà. Alors vous y allez, vous commencez, mais là pareil, votre illettrisme vous confine aux tâches subalternes. Vous restez pas et vous revenez à l'usine de conditionnement de volailles. Je pense qu'on a profité de ma situation d'illettrisme pour abuser un peu de moi. Ben oui, le problème, c'est que vous n'arriviez pas à lire les mesures, alors on vous faisait trimballer des blocs de granit toute la journée. Mais vraiment, le travail que personne n'en voulait, quoi. En fait, c'était un peu ça. Hein. Alors un jour, à 18 ans, dans un repas de famille, une cousine vous révèle qu'elle vous a inscrit à un cours d'auto-école pour passer le permis de conduire. Donc vous êtes paniqué, et là, vous arrivez à ruser, vous apprenez par cœur les diapositives et les réponses qui vont avec, quoi. Ben, le code de la route, déjà, quand on est passé donc, avec mes copains, on était tous du même âge, et j'ai failli l'avoir le premier coup. Et donc mes copains, ils avaient quelques points en moins, ils n'ont pas réussi, mais alors il me dit ça dans le sens de la boutade, bien sûr. Regardez, le plus imbécile d'entre nous, là, le plus con là, qui est entre nous, il a failli nous faire un bras d'honneur. Ouais. Donc vous avez votre permis de conduire, mais enfin, votre illettrisme reste un vrai handicap. Par exemple, vous avez un rendez-vous chez le médecin, vous êtes incapable de lire le nom de la rue, vous êtes obligé de demander aux gens. Ensuite, quand vous arrivez devant la liste, vous ne savez pas lire le nom du médecin avec lequel vous avez rendez-vous, alors vous êtes obligé d'en parler aux gens. Et vous dites, je me sentais à poil, quoi. À poil, oui, trop carrément à poil. Voilà, parce que en dehors de votre mère et vos sœurs, personne ne le sait, mais vous sentez autour de vous effectivement un sentiment de suspicion permanente. Tous les matins, vous réveillez en vous demandant qu'est-ce qui va me tomber sur la tête. C'était cette chape de plomb. Hein, c'est vrai, quand vous devenez ouvrier polyvalent à l'usine, on vous demande d'aller faire des courses. Mais vous ne savez pas, quand on vous donne une liste de choses à acheter, vous ne savez pas la lire. Vous allez au restaurant, vous ne savez pas, vous faites semblant de lire, mais en fait, vous ne savez pas lire. Alors le pire de tout ça, même si ça s'est bien terminé, Jean-René, c'est lorsque vous rencontrez votre femme, vous êtes obligé de demander à votre mère de vous lire ses lettres. C'est quelque chose de terrible. Ouais. C'est terrible. Et les réponses que vous faites à votre future femme, disons, vous les dictez à votre sœur. Donc tout le monde est dans l'intimité, finalement, de votre relation amoureuse. J'étais un jeune homme comme qui avait des envies comme tout le monde, qui avait envie de s'amuser. Sauf que c'était un peu plus difficile pour vous. Voilà, tout à fait. Alors ce qui est extraordinaire, c'est que le jour où vous avouez à votre future femme que vous êtes illettré, vous vous êtes préparé à la rupture. Tout à fait. Eh bien, pas du tout. Non, mais ce qui est extraordinaire, c'est que c'est cet aveu qui a été le commencement de quelque chose de très fort entre vous. Elle m'a fait déjà 5 enfants, déjà. On a élevé, déjà. C'est formidable. J'ai construit un toit aussi pour mes enfants, qui est quand même quelque chose d'important aujourd'hui, de construire un toit pour ses enfants. Elle était formidable, votre femme. Là. Ah oui, formidable. Oui, très formidable. Mais au fait, elle a pris le relais de ma maman après, quoi. Le moment où vous lui dites, voilà, je te l'ai jamais dit, je te le dis aujourd'hui, je suis illettré. Comment elle réagit à ce moment-là? Et au fait, c'est passé, mais alors, quelque chose d'extraordinaire. Ouais. Ça a été vraiment Ça vous a soudé, en fait, cette histoire. Oui, une soudure, mais... C'est incroyable. Alors, évidemment, vous décidez, avec votre femme, de ne pas parler de votre illettrisme à vos enfants, parce que vous avez peur qu'on se moque d'eux à l'école. Et alors, ce qui est terrible, c'est que quand vous leur faites répéter les leçons, vous êtes incapable. Donc, vous les écoutez, puis quand ils butent sur un mot, vous les faites répéter. J'ai bluffé, hein, c'est-à-dire, j'ai bluffé pendant des années. En 1999, vous perdez votre emploi, vous avez 43 ans, vous savez donc toujours ni lire ni écrire. Et là, impossible de rebondir, vous faites une dépression. Une dépression assez profonde et 3 tentatives de suicide. Voilà, tout à fait. Ouais. Cette souffrance que je vivais depuis que j'étais tout gamin, dans l'indifférence des fois même de ma famille, des gens très proches, j'en avais marre. J'avais vraiment envie de passer de ma vie, c'est juste qu'une envie que ma vie s'arrête. Voilà. Alors c'est là qu'un dimanche après-midi,
vous décidez de tout dire à vos enfants. C'est vrai que... il y a eu beaucoup de souffrance de leur avoir gâché ça quand même, parce qu'il y avait quelques années auparavant, je disais à mon époux, j'aurais bien voulu leur parler, oh non, ça va pas. C'était dans le but protecteur, c'était pas dans le but de... C'était surtout de les protéger, parce qu'il y a eu des moqueries, ton papa ne sait pas lire. Et en fait, dans mon foyer, ce jour-là, il y avait une ambiance tout à fait bizarre. Oui, c'est très bizarre, parce que quand vous racontez ça à vos enfants, vous vous mettez à pleurer. Il y avait tout. Oui, il y avait à la fois de la joie, de la tristesse, tout était mélangé. Tout était mélangé. Oui. Alors tous les enfants m'ont dit, mais pourquoi papa tu l'as caché pendant tant d'années? Pourquoi tu as souffert de ça? Tu n'as jamais dit. On se doutait. Hein, les aînés se sont doutés, mais on ne voit jamais papa écrire, c'est maman qui fait. C'est quand même curieux. Mais il n'y avait que des suspicions, il n'y avait que des doutes. Et ces doutes-là, ça les turlupinait. Et en fait... ils ont un moment, il y a les deux aînés ont dit, papa, il ne doit pas savoir lire. Oui. Il y a eu quelque chose. Et alors la petite qui est au CP à ce moment-là vous dit, papa, moi je vais t'aider à lire et à écrire. C'est extraordinaire. Extraordinaire, extraordinaire. Alors là, vous étiez en larmes. Ouais, bien sûr, c'est émouvant, c'est des choses qu'on a du mal encore, ça fait très mal, mais c'est tellement beau, quoi. Il y avait une solidarité entre les enfants, ils se disaient, le premier qui a fini va aider papa à faire ses cours. Et au fait, c'était des choses, mais après, je dis, écoutez, vous avez envie d'évoluer, c'est vos scolarités. Moi, ce que j'aurais mal supporté, ce qui m'aurait fait terriblement mal, c'est de voir un enfant qui aurait traîné la patte comme moi, qui aurait subi le même chemin, le même cheminement que moi. Je pense que je n'aurais pas supporté ça. La seule chose, je pense que le seul bonheur que j'ai pu avoir, enfin c'est vraiment ce grand bonheur, c'est que mes enfants ont eu une scolarité vraiment tout à fait normale, quoi. Et voilà. C'est très émouvant. Très émouvant. Alors en 2003, vous fonderez une association qui s'appelle Adeski, ce qui veut dire réapprendre en breton, et donc pour enseigner la lecture, l'écriture, le calcul aux gens. Donc vous essayez d'aider d'autres illettrés, et Dieu sait s'il y en a encore en France aujourd'hui. Il faut faire un livre, hein, Jean-René, maintenant. Il faut faire un livre. C'est la fin de l'histoire. C'est le livre de l'illettré. Bien sûr, tout à fait. Ce serait mon projet, maintenant, c'est d'écrire mon livre. Ah, il faut, oui. Merci, voilà. C'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Nathalie Arthaud, merci, porte-parole de Lutte ouvrière, Alexia Laroche-Joubert, Popstar, tous les mardis à 20h50 sur D8, Christophe Barbier, Rêvons, chez Flammarion, et bien entendu l'Express avec la nouvelle formule, et des scoops, Laurent Lafitte, Les Beaux Jours, merci Laurent, en salle le 19 juin, Laurent Meuduit de Mediapart, pour l'étrange capitulation chez Gossevitch. Et Jean-René Mahé, merci beaucoup. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Salut les Terriens! Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.